Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse économique et technique avec énormément de choses à vous partager. Une semaine extrêmement chargée. Donc on commencera comme d'habitude par un résumé macro de la semaine des deux côtés de l'Atlantique. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, essayer de trouver les zones clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le suivi de mes trades court terme en toute transparence avec énormément de changements. Donc le BX4, Neuron, rien n'a bougé au niveau de mes trades. Ensuite, Valorec, j'ai encaissé mes gains. Trigano, Veolia, Biomérieux, Eramet, j'ai rien touché cette semaine. Par contre, Dassault Aviation, j'ai aussi encaissé ma grosse plus-value latente. Safran, SPI, Bouygues, pas de changement. Interparfum, je suis sorti au niveau de mon PRU. Française des Jeux, j'ai sauvé les meubles après ces résultats qui ont été mal accueillis par le marché. Kering, j'ai pris ma perte. Et nouvelle entrée cette semaine, Bureau Veritas, je vous montrerai ma stratégie sur ce trade. Et on terminera comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. GTT, Imeris, Renault et Engie. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti. On va commencer avec les statistiques économiques de la zone euro de cette semaine. Ce que je retiens au niveau des PMI, plutôt positif. PMI manufacturier en France, plus fort que prévu et plus fort que le mois précédent, même si on est toujours en dessous de la barre des 50 au niveau des PMI. Je vous rappelle, en dessous de 50, c'est une contraction de l'économie. Au-dessus, c'est une expansion de l'économie, mais il y a du mieux. Au niveau de l'Allemagne, c'est pareil. On est à 46,5, plutôt une bonne chose qu'on se rapproche petit à petit des 50. Ensuite, on a eu les statistiques au niveau de l'inflation. Donc au niveau de l'inflation globale annuelle en zone euro, on est ressorti à 2,4%. Un peu moins que le mois précédent qui était à 2,5, mais un peu plus que les prévisions à 2,3. L'inflation corps, quand on enlève l'alimentation et l'énergie, 2,6, un peu moins que le mois précédent, un peu plus que les prévisions. Donc on voit une stabilisation de l'inflation au niveau de la zone euro. C'est plutôt pas mal aussi. On n'arrive plus trop à venir vers l'objectif de la BCE, vers les 2%, mais on ne remonte pas vers les 3%. Donc j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Ensuite, les ventes au détail, pas top du tout de la zone euro, moins 0,3%. Donc on voit une zone euro avec une baisse de la consommation des ménages. Affaire à suivre durant les prochains mois. De toute façon, bon, on connaît la zone euro. Ça fait un moment qu'on est sur une croissance très très molle. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on a fait le point bas au niveau de la croissance de la zone euro pour repartir? Peut-être. Donc, affaire à suivre aussi. Durant les prochains mois, on a eu la BCE, comme prévu, baisse de 0,25 points de base. Donc, on est à 2,5% au niveau des taux de la BCE. Donc, comme prévu, au niveau, par contre, du discours de Christine Lagarde, laisse penser pour la prochaine réunion à une pause. Donc on devrait normalement rester à 2,5. Donc voilà, c'est pareil. On verra. Pour le moment, pas d'affolement parce qu'on a vu l'inflation ne remonte pas. Donc on peut peut-être rester à 2,50. Moi, je pense qu'il faudrait encore baisser. Mais attention, parce que si on baisse trop,
Il y a aussi le spread avec les taux des États-Unis qui commencent à être très larges. Mais en même temps, ça devrait nous faire baisser au niveau de l'euro-dollar, mais vu avec aussi Trump qui souffle le chaud et le froid, on ne sait pas trop. On verra le marché d'échange tout à l'heure avec le graphique de l'euro-dollar. Ça a vraiment bougé sur tous les marchés cette semaine. Donc on suit, on navigue un peu à vue, on est un peu dans le brouillard, un peu partout au niveau de la zone euro, des États-Unis, des marchés financiers extrêmement volatiles aux États-Unis. En Europe, ça stagne et c'est plutôt pas mal. Donc, faut être prudent. On suivra ensemble durant les prochaines semaines. Et la bonne nouvelle, le PIB de cette zone euro qui repart à la hausse, 1,2%. C'était prévu 0,9%. Donc, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Pour résumer cette zone euro au niveau des statistiques de cette semaine, plutôt des bonnes nouvelles. Alors peut-être c'est pour ça que les marchés, que ce soit le DAX ou le CAC 40, ne dévisent pas comme les marchés américains, mais c'est surtout aussi, on a eu beaucoup de choses au niveau politique de cette zone euro. On a en Allemagne le plan de relance qui arrive suite aux élections qu'on a eues il y a quelques semaines au niveau de l'Allemagne. Donc j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt parce que ça faisait un moment ensemble qu'on voit les statistiques allemandes qui sont pas top du tout. Donc ils prévoient un plan de relance de plusieurs milliards d'euros. Donc c'est plutôt une bonne chose pour la zone euro, pour les entreprises françaises, allemandes, etc. L'Allemagne, comme est très peu endettée, bon, elle est endettée, mais contrairement à la France, on est numéro un au niveau de notre dette, elle peut se permettre ce plan de relance. Donc ça va redynamiser toute la zone euro vu le poids de l'Allemagne. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a en plus de ça le plan de relance pour l'armée, l'effort de guerre entre guillemets pour cette zone euro aussi. Ça va redynamiser toute cette zone euro. On a vu les entreprises de la défense qui ont explosé à la hausse. Maintenant, attention, parce que on a eu aussi cette semaine le discours de notre président Emmanuel Macron. Euh, Ça me laisse sceptique. J'aimerais aussi avoir votre avis. N'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo parce que déjà d'une, c'est juste un avis personnel, c'est mon point de vue. J'aimerais bien échanger avec vous parce que chacun a son avis. Euh, pour moi, ça me semble un peu quand même ce discours d'Emmanuel Macron un peu bizarre. Je vais m'expliquer parce que je pense que Trump il y aurait eu encore Biden, je pense qu'il n'y aurait pas eu de discours, ça aurait suivi son cours au niveau de cette guerre en Ukraine, les États-Unis auraient continué à donner de l'argent, etc. Mais comme Trump, euh, comme à son habitude, lance des pavés dans la mare. Là, si il coupe l'aide en Ukraine, bien évidemment, vu tout ce que donnent les États-Unis au niveau de cette guerre en Ukraine, faut vite que l'Europe réagisse. Le discours m'a un peu laissé, on va dire, sceptique parce que déjà, la France, parce qu'il parlait de la France, pareil qu'il va falloir euh, faire l'effort de guerre, entre guillemets, sauf qu'avec quel argent, j'ai envie de dire, on a déjà une dette colossale, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une sorte de budget juste de la France. Ça fait 6 mois, on a eu l'Assemblée nationale dissoute, etc. Alors je me demande comment les députés, etc., peuvent se mettre d'accord sur une décision européenne en France et avec quel argent. Parce qu'on va voir aussi les taux d'intérêt qui ont flambé. Donc la charge des intérêts de la dette de la France, ça va commencer à piquer. Donc on verra. C'est pareil avec les annonces. Bien évidemment, ça va pas être dans 2 mois pour tout ce qui est équipement militaire, etc., etc. Au niveau de la défense. Ça va être un plan sur 10 ans. Alors
peut-être une bonne chose. Le point positif que je retiens, c'est peut-être qu'avec Trump, qui joue des coudes et qui fait bouger un peu toute la géopolitique, peut-être enfin le réveil de l'Europe. Parce que j'ai envie de dire, de rester tranquillement derrière les États-Unis qui contrôlent toute la planète, je pense que l'Europe est assez forte et aurait dû le faire bien avant. Ces investissements dans la défense. Là, il y a le cas de la Russie, mais la Russie, ça fait quand même 3 ans qu'elle a envahi l'Ukraine, et c'est à ce moment qu'on parle de ce plan de défense européenne. Alors c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il y aurait eu encore Biden, on n'aurait pas parlé, on aurait laissé tranquille les États-Unis faire. Donc peut-être c'est un mal pour un bien, on va peut-être se réveiller et être une Europe plus forte. On va voir le côté positif de ces annonces. Maintenant aussi, le discours pour finir sur Emmanuel Macron, dire que la Russie est aux portes de Paris. Ça aussi, faire peur à la population. La Russie, ça fait 3 ans qu'elle, entre guillemets, fait du gagne petit en Ukraine. Donc, quand on les écoute, on a l'impression que dans un mois, elles vont être sur le périphérique parisien. Donc, voilà, je pense que la Russie, c'est pareil. Voilà, elle va prendre toute l'Europe. Mais voilà, on verra la suite. C'est moi, mon seul souhait de cette année, c'est bien évidemment un traité de paix, parce que les guerres, pour moi, il n'y a que des perdants, et surtout pour le peuple ukrainien. Et donc, on espère tous un traité de paix et la fin de cette guerre en 2025, et on suivra ensemble les news au niveau de cet effort de guerre, etc. Comment ça va se mettre en place. Donc voilà, assez complet, et n'hésitez surtout pas à mettre aussi votre avis en commentaire pour échanger votre point de vue avec la communauté. Ça peut être très enrichissant. Allez, on va passer maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, pour voir les statistiques économiques de cette semaine. C'était surtout au niveau de l'emploi. On a eu les créations d'emplois dans le secteur non agricole, un peu comme prévu, 151 000 nouveaux emplois, donc comme le consensus. Le salaire horaire moyen, plutôt pas mal, parce que plus faible que le mois précédent à 0,3%. Là aussi, la Fed regarde beaucoup le salaire horaire moyen, parce que si on a un salaire horaire moyen qui augmente fortement, et bien évidemment, ça peut être inflationniste. Et le taux de chômage stable, 4,1%. Donc pour conclure sur l'emploi américain, rien à signaler de particulier. Toujours pour moi une économie forte, même si il y a quelques signaux de faiblesse, mais rien d'alarmant. On va suivre aussi ça chaque semaine. On a eu aussi le discours de Jérôme Powell, important pour la suite au niveau de ces banques centrales, parce que Trump veut que la Fed baisse ses taux, sauf que bien évidemment le rôle de la Fed, c'est de contrer l'inflation. Le discours de Powell, c'était que rien à signaler au niveau de l'économie américaine, donc on ne bouge plus, on ne bouge pas au niveau des taux. C'est un peu comme le consensus. On se rappelle qu'il y a quelques mois, prévoyait 4, 5 baisses de taux. C'est devenu à 2, et maintenant ça va peut-être être 1, voire 0 baisse de taux au niveau des États-Unis. Pareil, un peu le brouillard au niveau surtout de la politique de Trump. Là aussi, c'est un peu bizarre pour moi, parce que un coup les histoires de tarifs douaniers, on augmente, le lendemain on fait un pas en arrière, on sélectionne quelques produits qui sont taxés plus que d'autres. Donc c'est un peu entre guillemets n'importe quoi, je trouve, parce que soit on y va vraiment, soit on n'y va pas, mais on réfléchit avant. Après on est habitué avec Trump, ça peut virer d'un jour au lendemain sur des décisions complètement opposées. Donc c'est pour ça que les marchés sont extrêmement volatiles aux États-Unis, parce que les marchés n'aiment pas l'incertitude. Et là, on est en plein dans l'incertitude entre le Canada, le Mexique, la zone euro, la Chine, etc.
Trump, c'est pas Biden, ça secoue la planète. Donc voilà, on va suivre, ça va être très intéressant. Cette année est très intéressante, surtout sur tous les points de vue, sur les États-Unis, la zone euro, la Chine, on n'en a pas parlé, mais c'est pareil, est-ce qu'elle va se réveiller? La géopolitique, pareil, on parle plus trop d'Israël. Je sais plus trop où ça en est aussi, cette histoire avec Israël et Trump qui parlait de Gaza. Donc il y a plein de choses que je pense que cette année, on n'est pas au bout de nos surprises. Donc on va suivre ça ensemble tous les week-ends sur cette année. Allez, on va passer sur les graphiques que je vous fais suivre chaque semaine. En plus, cette semaine importante parce que tous ces graphiques ont énormément bougé. On va commencer avec le rendement des obligations du 10 ans français. Énorme augmentation cette semaine. Une bougie hebdo de presque plus 14%. On en a parlé. Plan de relance, effort de guerre, etc. Alors bien évidemment, va bien falloir trouver l'argent, donc va falloir s'endetter et donc le rendement obligataire 10 ans s'envole. On est revenu sur la zone de résistance des dernières années à peu près 3,58. On va voir si on a un repli la semaine prochaine ou si on passe ces 3% et demi. Donc pour moi, c'est pas de bon augure. Maintenant, on va voir. On va voir, surtout on en a parlé avec déjà la dette colossale de la France. On va suivre ça ensemble. On va voir si ça peut déraper cette année au niveau du 10 ans. Alors bien évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour l'immobilier français au niveau des taux, etc. Et surtout la charge des intérêts de la dette en France qui est déjà énorme, ça ne va pas s'arranger. Donc on va voir. Emmanuel Macron nous a dit pas d'augmentation d'impôts, alors je ne sais pas où va-t-il trouver cet argent. On va suivre ensemble cet rendement obligataire du 10 ans. Bien évidemment, l'Allemagne, pareil, explosion suite au plan de relance, etc. Comme un peu la France, plus 20%. Si on regarde le spread, que j'aime bien évidemment regarder, au niveau de l'Allemagne, hop, on voit cette énorme bougie hebdo où en fait on reste à peu près, on est à moins 4,30 au niveau du spread. Donc on reste pour moi c'est dans cette zone entre 0,64 0,80. Ça va, mais maintenant, comme on a le plan de relance en Allemagne et l'effort de guerre entre guillemets de la France, les taux augmentent. L'Allemagne un peu plus vite que la France, mais sauf que l'Allemagne est à 2,85 et la France est à 3,50. Donc c'est pas déjà les mêmes taux. Donc on va suivre ensemble. On va voir si le spread va encore repartir, on va dire, à la hausse et la France va plus augmenter plus vite que le 10 ans allemand ou sens contraire. Donc ça va être très intéressant de voir la suite maintenant qu'on a eu toutes ces annonces de plans de relance. Au niveau du 10 ans américain, il est toujours au même niveau. Ça a baissé depuis quelques semaines suite à un peu ces incertitudes économiques avec Trump, un peu de faiblesse au niveau de l'économie américaine. Donc rien de particulier à signaler au niveau du 10 ans, du rendement 10 ans des obligations américaines. On va passer par contre au baril de pétrole parce que là on est sur un niveau très 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 important. On en parle depuis un long moment de cette zone de support des 71 dollars. Et là on est très très limite. Pour moi, il n'y a rien de cassé vraiment. Ce qu'il va falloir voir, c'est la semaine prochaine. Là, on va peut-être clôturer ici vers les 70 dollars. Mais si la semaine prochaine, on revient au-dessus des 71, on tiendra le support. Si par contre on continue, on va en dessous des 69 dollars. Et là, c'est chute du baril de pétrole. Et après, on peut déjà commencer à mettre d'autres niveaux. Par ici, par exemple, 65 dollars. Donc, c'est plutôt positif. Pour la zone euro, c'est plutôt positif. Pour les États-Unis
aussi, c'est plutôt positif cette baisse du baril de pétrole. Bon, bah, on suivra, on verra bien sûr la suite. Et on va finir avec le marché d'échange et l'euro-dollar. Exceptionnel bougie, plus 4,5%, c'est énorme, c'est énormément d'argent échangé. C'est la dernière fois, j'ai regardé un peu ici, la bougie hebdo du novembre 2022, plus 4%, mais bon bah 4,50, c'est vraiment exceptionnel. Donc bien évidemment, l'effort de la zone euro n'y est pas pour rien. La contraire de Trump, on ne sait pas trop, et ben ça va vers l'euro, donc l'euro s'apprécie fortement cette semaine. Alors c'est bien évidemment aussi positif ce cocktail entre l'euro qui augmente au niveau des importations, et moins de signes d'inflation, et avec le baril de pétrole qui baisse, encore moins d'inflation et plus de pouvoir d'achat au niveau de la zone euro. Donc c'est vraiment très très positif ces deux graphiques qu'on a vus, que ce soit le baril de pétrole et le marché d'échange avec l'euro-dollar. C'est peut-être aussi pour ça que les marchés européens se tiennent bien, contrairement au marché américain. Maintenant, on est de retour vers la zone des 1,08. Alors bon, on est sur des zones de prix beaucoup travaillées, hein. On était ici en 2023. On peut maintenant une petite zone ici de repli sur l'euro-dollar, parce qu'il va bien falloir digérer cette hausse de presque 5%. On pourrait revenir ici pour encore retravailler. Tant qu'on est au-dessus des 1,05, c'est plutôt positif pour l'euro. On suivra aussi ça dans les semaines à venir pour voir si l'euro repart violemment à la baisse ou pas, ou si vraiment il repart encore à la hausse au niveau de l'euro face au dollar. Donc voilà ces graphiques qu'on énormément bougé cette semaine. Pour conclure, plutôt des signaux positifs pour la zone euro, comme on a vu entre l'euro-dollar et le baril de pétrole. Mais attention, parce que les obligations, par contre, ça peut vite, entre guillemets, mal finir si ça devient hors de contrôle. Surtout, je pense en France, avec notre dette abyssale. Et on n'en a pas parlé, mais il y a eu le S&P au niveau de la notation qui est resté sur la même note mais avec avis négatif. Donc quand les autres agences de notation vont arriver et si on est dégradé, alors là attention au niveau des obligations. Donc prudence quand même sur le marché obligataire, surtout au niveau de la France. Donc on va passer maintenant à l'analyse du CAC 40 pour cette semaine. On va commencer comme d'habitude en hebdomadaire pour voir la bougie hebdo de cette semaine. Beaucoup de volatilité, d'incertitude. On voit une mèche haute, on voit une mèche basse et au final, on ne bouge pas par rapport à la bougie de la semaine dernière. Donc c'est plutôt positif, parce qu'on tient le support qu'on avait vu déjà il y a quelques semaines des environ 8000 points. On n'arrive pas à établir un nouveau record parce que quand on vient vers les 8258, ça baisse. On est toujours en phase de congestion, de latérisation, on temporise. Donc c'est très positif par rapport aux indices américains qui partent violemment à la baisse. On verra la suite. Je vous rappelle la petite ligne jaune, c'est le niveau du CAC ce début d'année. On est quand même sur toujours une hausse de 10%. Donc c'est vraiment un début d'année très positif sur le CAC 40. Pour le moment, il n'y a pas d'affolement, pas de volatilité extrême. Donc c'est plutôt très positif. Voilà, au niveau de l'hebdomadaire, on a toujours les mêmes zones. On ne touche à rien. 8000 points, le support, on va dire court terme, qu'on va voir tout de suite après en données journaliers. Et pour moi, en hebdomadaire, c'est les 7784. Si on revient vers les 7784, là, ça sera vraiment un point idéal pour les personnes qui souhaitent prendre le train du CAC 40 et acheter. Mais par contre, si on casse les 7795 dans les prochaines semaines, ça sera quand même un très mauvais signal. Si on regarde, 7784, ça ferait un retracement de 38 environ, 38,2 de Fibo. En données hebdo, rien d'inquiétant au niveau de cette zone. On va passer en journalier, en hebdo, moyenne mobile,
on n'a pas parlé, mais très positif, 10, 20, 50, 200, bien en dessous des cours. En journalier, donc cette semaine, encore de la volatilité avec, on a vu les news, que ce soit de Donald Trump, voire le plan de relance, etc. Il y a eu une rotation aussi sectorielle. On a vu l'armement qui a explosé à la hausse, le luxe qui est toujours à la traîne, l'automobile. Pareil, entre ces histoires de tarifs douaniers, ça peut partir violemment à la baisse, etc. Beaucoup de volatilité sur le marché, mais au final, le CAC 40, il se tient. Il se tient toujours les mêmes zones, toujours en phase de latéralisation quand on a passé les 8000, à peu près 8000 points. On a été presque chercher dans la première hausse les 8258. On a replié à 8040. Lundi, on a tenté un nouveau record, mais on n'a pas réussi. On s'est arrêté ici en clôture vers les 8002. Après, forte baisse. On repart à la hausse. Donc beaucoup de zigzags, mais au final, positif. On reste entre les 8040 et les 8258. Les moyennes mobiles, on est au contact de la 10, de la 20. La 50, la 200 sont bien en dessous des cours. Donc plutôt très positif. Petite faiblesse au niveau du RSI qui revient juste au niveau de la zone de neutralité des 50. Les bandes de Bollinger, pas de volatilité extrême. Donc pas de directionnel. Pour conclure sur le CAC, la semaine prochaine, on suivra les deux zones. Si on casse les 8040 en clôture journalière, peut-être on ira chercher le comblement de ce premier gap haussier. Moyenne mobile 50. A contrario, 8258, c'est notre résistance historique pour établir un nouveau record. Personnellement, je n'en sais rien. Moi, je suis les graphes. On est pile au milieu. On verra la semaine prochaine et on refera un point technique au niveau du CAC 40 le week-end prochain. Allez, c'est parti pour le suivi de mes trades court terme en toute transparence avec, comme je vous l'ai dit, beaucoup de changements cette semaine. On va commencer avec le BX4. Donc le BX4, on a parlé du CAC 40. On ne sait pas trop la prochaine direction, donc on ne touche à rien. J'avais déjà rechargé le 25 février sur cette zone. Parce que je pense que peut-être que le CAC 40 pourrait un peu plus consolider. On verra la suite. Donc je ne touche à rien. Ça couvre un peu mes positions. Si ça repart à la baisse, ça serait plutôt intéressant pour mon BX4. Si on fait des nouveaux sommets, c'est plutôt négatif au niveau de ce BX4. Pour les personnes bien évidemment intéressées pour une poursuite de la baisse un peu plus profonde du CAC 40 et peut-être cassé par le bas le CAC 40, bien évidemment, et c'est toujours la même stratégie que je vous parle depuis des semaines. Tant qu'on ne fait pas de nouveaux records, on peut acheter du BX4 avec un stop sur les nouveaux records historiques, et puis on accompagne. Sauf que comme depuis des jours, on n'a pas une volatilité vraiment extrême. En fait, on consolide dans le temps et pas dans le prix. Donc, ça ne nous fait pas énormément de gains si on est short sur le CAC 40, parce qu'un jour, ça fait -1. Le lendemain, ça fait +1, voire +2. Donc, voilà, c'est des contre-pieds sur contre-pieds. Il n'y a pas vraiment de direction. Pas de catalyseur vraiment fort. Un coup, Trump nous dit des tarifs douaniers. Le lendemain, il les enlève pour l'automobile. On ne sait pas trop. Donc, le CAC 40 ne bouge pas. Moi, je ne touche à rien au niveau du BX4. On continue avec Neuron. Donc Neuron, il y a eu des résultats cette semaine plutôt négatifs sur Neuron. Mais on est revenu pile poil sur la zone de polarité. Et pour le moment, vendredi, on fait une mèche basse. Jeudi, mèche basse. Mon stop est à 46,80. Mon PRU à 45. Voilà, j'accompagne. Si on casse, je sortirai avec un petit gain de à peu près 4%. Si on relance, peut-être intéressant pour ma part d'en reprendre. On est sur la polarité, donc ça peut faire venir des acheteurs qui ont loupé la hausse sur Neuron. On suivra le RSI positif parce qu'on est toujours au-dessus des 50. Donc, est-ce que c'est des prises de bénéfices suite aux résultats et ça va repartir? C'est tout à fait possible parce que la hausse a été quand même assez forte. Si on met les retracements, on est à peu près sur 50%. Donc, rien d'alarmant. On peut très bien monter ici, chercher la polarité et repartir
Donc on va suivre pour la semaine prochaine, pour les personnes intéressées, bien évidemment une stratégie par exemple lundi si on clôture au-dessus des plus hauts de la bougie de vendredi, bon, on peut prendre position, un stop à peu près comme le mien ici, et puis on va chercher les plus récents, soit à peu près les 51. Voilà, un risque récompense à peu près de 1,5, tout à fait acceptable, je pense, comme plan de trading. Donc affaire à suivre, on se donne rendez-vous soit sur Twitter, si mon stop est touché, je vous partagerai. Je vous rappelle, pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Et on fera un point, bien évidemment, le week-end prochain. On continue avec Valorec. Donc Valorec, stop touché. J'ai pris mes gains. Je vous rappelle que Valorec, le trade quand même avait été lancé le 8 mars 2024. J'avais gardé longtemps, j'avais rechargé le 4 décembre. J'en avais repris le 24 janvier. Donc c'était plutôt une grosse position. Je m'étais fait sortir 2 tiers de ma position sur cette bougie avec une mèche basse le 29 janvier sur une mèche basse à 17,22. Donc c'était dommageable parce qu'après c'était reparti à la hausse. Mais bon, c'était quand même un gain. Donc tant que c'est en gain, on peut toujours espérer mieux, plus de gains, mais c'est toujours positif de clôturer un trade en gain. Voilà, c'était reparti. Et là, on est revenu au point de départ. Donc, j'avais laissé mon stop à 17,22. J'ai tout encaissé, soit sur quand même une grosse position, à peu près 3-4%. Donc, au final, c'est plutôt positif. Maintenant, techniquement, Valorec, pour moi, on a vu le baril de pétrole qui n'arrive pas à se reprendre. Donc, pour une pétrolière comme Valorec, c'est pas une pétrolière, mais c'est des tubes pour les pétrolières qu'elle fabrique. Donc techniquement, il y avait le support oblique haussier qui était très intéressant, on l'a cassé. La moyenne mobile 50 qui était en support dynamique depuis octobre 2024, elle a été cassée. On voit qu'il n'y a pas de réponse sur la zone de polarité des 17-28. Donc on sort, pas de regret, on prend ses gains. Après, pour les personnes long terme, voire moyen terme, plutôt même long terme, parce que fondamentalement, il y a vraiment du mieux sur Valorec, et on va voir. Moi, maintenant, je vais la suivre parce que fondamentalement, il y a du mieux. Je pense qu'elle va se reprendre. Son business est quand même très intéressant. Des tubes pour les pareilles pétrolières, etc. Maintenant, les zones, on va attendre. On a une zone ici vers 16 qui peut être intéressante. Si on se met en hebdo, on a comblé, voilà, la zone technique était là. Voilà, 16 prochaines zones qui peuvent être intéressantes. On voit si en hebdo, sur plus large, on a un gros support oblique un peu plus bas. On a aussi la moyenne mobile 50 hebdo où on passe des fois en dessous pour repartir. Donc il y a des zones bien plus basses, très intéressantes sur Valorec. C'est pour ça que je vais suivre. Et si il se passe des choses techniquement très intéressantes, je vous en reparlerai. Mais pour le moment, à cet instant, c'est plutôt dégradé. Court terme, on voit les moyennes mobiles 10, 50, 20 qui sont au-dessus des cours. La 10, la 20 sont à la baisse. La 200 est la dernière qui va peut-être retenir les cours. Donc, je sors en gain et on passe à autre chose. On continue avec Trigano. Donc, Trigano, cette semaine, on est revenu sur la belle zone ici de polarité qu'on en a parlé. Cette zone, je vais peut-être l'enlever à intermédiaire, on va mettre plus large. Donc Trigano ici, la zone des 126,20 qu'il ne faut pas enfoncer. Donc c'est pour le moment toujours le cas. On a fait moins 4,21 mardi, mais on est reparti. On est sur la moyenne mobile 50. Très court terme, on est au-dessus de la 10, de la 20. Donc on peut très bien encore zigzaguer. Ici, on avait zigzagué durant des semaines, voire des mois. Hein. Après, on a cassé par le haut. On peut très bien encore faire pareil pour casser par le haut. Donc tant qu'on tient les 126 €, rien d'inquiétant sur Trigano. Je garde en portefeuille. Je ne touche à rien parce que, pareil, Trigano, j'ai 3 positions. Donc, plutôt une forte valorisation dans mon portefeuille. Donc, je laisse faire. Mon PRU à 136,70. Je laisse faire pour le moment la suite. Pour les personnes intéressées, 126, c'est la zone. Donc là, c'est pareil, si vous souhaitez rentrer une position, stop par ici. Problème, la résistance est ici, le risque est à peu près de 1, risque récompense. Et si, si on casse comme toute cette phase ici et qu'on fait la même chose ici, qu'on casse par le haut pour aller peut-être combler ce gap qui est ouvert depuis
le 15 mai 2024, et bien évidemment, le plan est très intéressant, soit un risque de plus de 3,5, à peu près 3,5. Après, bien évidemment, c'est à vous de voir. Moi, je suis dans le train et j'attends tranquillement la suite au niveau de Trigano. On continue avec Veolia. Donc Veolia, semaine très très positive. Elle a vraiment explosé à la hausse cette semaine. Voilà, on est repassé au-dessus de mon PRU. Pareil, c'était un trade depuis longtemps en place. Depuis le 20 mai, j'avais laissé parce que bon, Veolia, c'est pas non plus très très volatile. On était revenu vers le bas. J'avais renforcé ma position le 28 février. Là, on est repassé au-dessus de mon PRU, donc c'est plutôt positif. Maintenant, sur Veolia, on est en pleine accélération haussière, 10, 20, 50 bien haussière. Le RSI en zone de surachat. Voilà, un momentum acheteur très fort, les bandes de Bollinger ouvertes. Donc là, pleine accélération. Au niveau de la résistance, on est à peu près dans la zone ici. On voit ici la résistance, la forte. On va même se mettre en hebdo pour voir un peu. Voilà, on voit en hebdo, on est sur la résistance. On fait quand même une sacrée bougie de plus 7. La semaine d'avant, plus 5 environ. Donc, très forte accélération. On va voir la semaine prochaine si on respire un peu sur Veolia. Donc, pour les personnes intéressées, sur Veolia, après il faut se mettre sur des unités de temps plus faibles. Voilà, on voit ici, il y a une petite zone de congestion en 4 heures. Donc bien évidemment, elle pourrait revenir par ici, à peu près à mon PRU, pour repartir. On peut se dire la moyenne mobile 20 sur du 4 heures. Moi, je vais accompagner, je vais rester quand même vigilant sur Veolia, parce que je suis revenu en territoire positif, donc ça serait dommage qu'elle reparte violemment à la baisse et que au final je me retrouve en perte. On va rester attentif, on va accompagner, et pour les personnes intéressées, attendre un petit repli sur Veolia qui est en pleine accélération haussière. On continue avec Biomérieux. Donc Biomérieux, vendredi, on a eu les résultats. C'est un peu parti dans tous les sens. Ce vendredi, on est monté jusqu'à 120. On a baissé jusqu'à 112 pour au final, pas bouger par rapport à la bougie de la veille. Donc on est toujours, si on se met ligne de clôture, sur Biomérieux, on est toujours résistance 117, support 111, donc c'est pareil, je ne touche à rien, mon stop est à 110. J'ai aussi 3 positions sur Biomérieux, trade qui a été commencé le 8 juillet, j'accompagne, pas mon PRU à 103,30€, c'est plutôt positif. Pareil pour les personnes intéressées, soit on attend un repli vers les 112 et on peut payer pour tenter le range. Ça veut dire un stop plutôt serré pour tenter là-haut. Risque récompense à peu près d'1,5. Si on casse, on essaye la poursuite de la hausse après la congestion plutôt à plat. Et puis on peut peut-être faire ça, casser et puis repartir. Ou même casser la semaine prochaine. Mais pour le moment, pas de directionnel. On est bloqué entre le support des 111 et la résistance des 117. Positif, les moyennes mobiles, la 50 haussière, la 200, le RSI est revenu vers le 50. Donc, on est en phase de latéralisation au niveau de Biomérieux. On verra la semaine prochaine si elle aura passé soit les 111 à la baisse, soit les 117 à la hausse en clôture. On continue avec Eramet. Alors Eramet, explosion jeudi. Explosion de la résistance. Pareil, Eramet, je vous en parle depuis un moment parce que depuis le 8 octobre, j'avais pris position. Vous savez ma stratégie sur Eramet, qui est un peu une société, j'ai pas envie de dire spéciale, mais c'est une minière, donc très cyclique. Si on se met en hebdomadaire, on voit que c'est soit des grandes hausses, soit des grandes baisses. C'est par rapport aux demandes mondiales de matières premières. Donc voilà, là pour moi on est sur le bas de cycle. Donc on va espérer aller plus haut. La Chine peut bien évidemment aider Eramet. La zone euro aussi, les États-Unis. Donc voilà, peut-être jeudi, techniquement déjà on a cassé la grosse zone de résistance des 58-65. On voit c'est pareil, forte baisse, stabilisation sous forme de range
depuis quand même un long moment, depuis octobre. Donc ça fait quelques mois quand même. Et là, on a cassé par le haut. Donc maintenant, sur Eramet, c'est très simple. Faut plus passer en dessous des, allez, on va dire 58 euros. On peut revenir par ici, 58, allez, 57. Mais si on va en dessous de la bougie de jeudi, surtout dans un futur très proche, ça serait extrêmement négatif. On est revenu sur mon PRU, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, ce que j'attends sur Eramet, c'est de voir si on a un petit repli vers les 58-65 et une belle bougie encore journalière, peut-être prendre position pour encore essayer d'augmenter mon exposition à Eramet. Et un premier objectif, c'est le comblement du gap et retour peut-être la moyenne mobile 200 vers les 66 euros qui serait très intéressant. Donc voilà, après à vous de voir. Le signal est très positif cette semaine. Si on se met en hebdo, on voit c'était la zone technique vraiment en passé. C'était vraiment une grosse zone de polarité. On voit même c'était support 2023, 2024, voire même 2022 en support. Donc là, maintenant, il faut tenir les 58 euros, surtout la semaine prochaine, pour ne pas invalider cette bougie. Tenir les 58,65, voire 58. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite au niveau des ramettes. On continue avec Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, j'ai pris mes gains. Voilà, pour le moment, c'est un des... c'est... Je crois le meilleur trade sur 2024 parce que Dassault Aviation, j'avais pris le 19 novembre. Je vais mettre en logarithmique. Donc Dassault Aviation, j'avais pris le 19 novembre avec la congestion, etc. On a laissé faire. Et puis avec les news, etc. Elle a explosé à la hausse lundi, donc plus 15%. Mardi, j'ai pris. Pourquoi ? Parce que déjà mercredi il y avait les résultats. Voilà. Elle est encore plus haute. Aujourd'hui, là, vendredi, elle est encore plus haute. Mais j'ai pris à 275,40. Voilà, faut pas avoir de regrets quand on fait un trade avec une plus-value, avec des gains de 40%. Alors, bien évidemment, j'ai avec qu'une petite position, mais c'est quand même un gain de 40%. Donc, c'est toujours agréable d'encaisser ce genre de gain. Maintenant, faut attendre la congestion. Bien évidemment, le secteur est un plein boom de l'armement, mais voilà, on ne peut pas tenir sur ce rythme-là pendant des jours, voire des semaines. Donc on a un gap béant énorme. On va attendre la congestion, on va attendre la respiration, la figure soit sous forme de range, j'en sais rien. On peut peut-être revenir par là et puis se mettre un range même au-dessus du gap et puis pour reprendre un peu une direction haussière. Mais moi je préfère encaisser parce que on ne sait jamais, c'est toujours bon d'encaisser 40% de gains. Les moyennes mobiles sont toutes haussières, 10, 20, 50, 200. Le RSI est vraiment en zone de vraiment surachat. Voilà, moi je vais toujours la suivre, bien évidemment, Dassault Aviation. Pour les personnes qui ont, entre guillemets, loupé le train, il n'y a plus rien à faire dans l'immédiat. Prendre position à 286. Si on vient juste combler le gap, ça fait quand même 13% de baisse. Donc, on va surtout attendre une congestion parce que la volatilité est extrême sur le titre et sur le secteur. Donc, ceux qui ne sont pas dedans, dommage. Mon plus grand regret de 2024, c'était le secteur des bancaires financiers. J'ai eu le nez creux, entre guillemets, pour le secteur de la défense avec Dassault Aviation fin 2024. Donc, voilà, on verra la suite des événements. Et pour moi, je sors ma position de Dassault Aviation. On continue avec Safran. Donc Safran, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Mais là, la bougie de vendredi, est-ce qu'on... Non, on n'a pas encore vraiment comblé ce petit gap. Mais il y a quand même une pas belle bougie vendredi. Maintenant... au niveau de Safran, bien évidemment, je suis très positif. Mon PRU à 210, c'est pareil, accélération haussière. Mon stop est à 247. On va voir la semaine prochaine. Pareil, j'encaisserai peut-être mes gains. Pareil, 17%. C'est vraiment un très beau trade. Maintenant, si peut-être une reprise là, on a la polarité qui est par là, voire ici, donc
je ne sais pas si lundi, parce qu'on avait déjà eu des retours vers la moyenne mobile 20. Là, on a eu la hausse, on a eu un retour vers M20 le fin février, on a eu encore une impulsion haussière. Là, on est en train de faire le retour. Donc, si lundi, mardi, on revient peut-être vers les 255. Alors, pour les personnes intéressées, même si elle a fortement progressé ces dernières semaines, il y a bien évidemment toujours des choses à faire. On peut prendre position, stop, bon bah en dessous à peu près la M20 ou qui a mon stop, et puis on va là-haut. Donc juste ça, ça fait quand même un risque récompense de plus de 1. Donc c'est acceptable. Je vais regarder parce que pourquoi pas me renforcer. Pourquoi pas me renforcer. J'ai une petite position, je suis entre guillemets couvert, même si ça repart. Bon bah, même si je prends une position à 255, le fait de stopper à 247, mon gain sera un peu moindre, mais sera toujours très positif. Donc on va suivre, on se donne rendez-vous aussi le week-end prochain pour voir. On va mettre la résistance ici au niveau de Safran, la petite zone de polarité, bon bah on est dessus, soit ça lâche et on vient taper mon stop, soit ça repart la semaine prochaine, on suivra ça ensemble et sur Twitter si je me fais stopper, bien évidemment. On continue avec SPI pareil, semaine exceptionnelle, vraiment très forte accélération haussière, pareil, bon ben des gaps en veux-tu en voilà, un gap ici, énorme gap haussier, ici, gros gap haussier. Donc voilà, des flux qui sont rentrés et ça a explosé. On est sur des nouveaux records. Donc là, pareil, très positif. Mon PRE à 32 euros. Je vais mettre, j'ai pas mis, mais vers 40 euros. Sur les plus bas de la bougie de lundi, pareil, faut que j'encaisse. Là, il n'y a plus rien à faire. On va pas payer SPI à 41,50 € avec ces bandes de Bollinger qui sont extrêmement ouvertes. On est même en dehors, toute la bougie est en dehors. Les deux dernières bougies sont en dehors des bandes de Bollinger supérieures. Le RSI, il est à 93 hier. Donc, qui va payer, c'est plus un moment de prise de bénéfice, même si, bien évidemment, comme Dassault Aviation, comme Safran, bon, bah, les tendances sont haussières. Rien nous dit que SPI, elle continue pas sur une année exceptionnelle 2025, comme on a eu l'année dernière Accor. Mais il faut revenir. Là, on est parti vraiment trop fort. Il faut revenir déjà sur la première zone, peut-être combler le gap pour repartir, ou même aller plus bas. Je n'en sais rien. On va bien évidemment aussi suivre SPI durant les prochaines semaines, mais peut-être que le week-end prochain et déjà sur Twitter, j'aurai encaissé mes gains. Pour les personnes qui ne sont pas dans le train SPI, c'est pareil que Dassault Aviation. Il faut attendre une construction. Là, il n'y a plus de construction depuis mercredi, 9%, 10% jeudi et même vendredi. On était parti un peu à la baisse, mais il y a encore eu des acheteurs sur le titre. Donc c'est vraiment exceptionnel SPI cette semaine. Tant mieux pour ceux qui sont dedans comme moi. Pour les autres, faut attendre la construction. Mais comme Dassault Aviation, il faut la mettre de côté parce que c'est une action très forte. Les résultats très bien accueillis, très recherchés. Donc je pense que pour ceux qui ont loupé le train, vous n'êtes pas les seuls, qu'il y a d'autres fonds, d'autres personnes qui veulent essayer de rentrer sur SPI, mais pas sur cette zone de prix. Donc on va patienter, une congestion et peut-être un retour d'un flux acheteur un peu plus bas. On continue avec Bouygues. Bouygues, c'est pareil. Très belle semaine. Bouygues, pareil, prix position 12 février. Ma stratégie, je vous en avais parlé. Il y avait eu les résultats de Vinci qui avaient été plutôt bons. Bouygues, un peu dans le même secteur. Techniquement, c'était intéressant le passage de la moyenne mobile 200, la zone de résistance des 30,96. J'avais pris position et accélération pareil, mercredi au niveau de Bouygues. Donc là, je vais accompagner, c'est la même chose que SPI. Je vais sûrement remonter mon stop, me faire sortir, prendre mes gains, et puis on suivra encore un Bouygues. Techniquement, on était jeudi au-dessus de la résistance des 36 €. Vendredi, quelques prises de bénéfices, mais rien d'inquiétant, bien légitime. Donc sur Bouygues, pareil, on peut peut-être se mettre en 4 heures. On peut peut-être, par ici, voir cette bougie.
Se dire, allez, à 35, 34, 50, bon, bah, on sort. Si je mets mon stop par ici, bon, ça fait encore une baisse de 2%, mais ça ferait quand même presque un peu plus de 8% de gain. On peut revenir, on peut suivre, on voit en 4 heures la moyenne mobile 20, on peut faire comme ça, revenir par là pour repartir. On verra, je vais réfléchir ce week-end sur, sur Bouygues. C'est très positif. Maintenant, attendre la congestion, la poursuite de la hausse avec peut-être un drapeau. Voilà, un drapeau tranquille qui revient vers peut-être 35. Là, on a un gap aussi. On a pas mal de gap. On a quand même sur Bouygues, depuis quand même ses plus bas début janvier, c'est quand même une sacrée hausse. Hein. On est sur 26%, c'est pas rien. On a 3 gaps ouverts, toujours ouverts haussiers. Donc vraiment très belle dynamique Bouygues en ce début d'année. On continue Interparfum. Donc Interparfum, je suis sorti mardi. Voilà, je vous avais parlé de ce double creux. J'avais pris position le 14 février sur le franchissement de la ligne de coup. Elle avait tenté de casser. On voit la résistance oblique baissière, on l'avait cassée, mais bon, c'était timide parce que on avait identifié la zone des 44-45 en résistance. On est reparti à la baisse. J'avais mon stop à PRU, donc pas de regret. Le secteur du luxe, je pensais qu'il allait être un peu redynamisé, mais bon, voilà, c'est pas le secteur pour l'effort de guerre, c'est pas avec des sacs LVMH avec du parfum, donc c'est un peu délaissé en ce moment. Voilà, Interparfum, on verra après. Kering, c'est pareil, j'ai pris ma perte. LVMH, ça va pas top depuis un moment surtout, et Hermès, des prises de bénéfices. Donc le luxe, j'ai tenté, j'ai suivi mon plan, donc pas de regret, et encore moins de regret parce que je sors avec pas de perte sur Interparfum. Donc on va suivre Interparfum. La prochaine zone de support est à 41,30 €. On va voir si on revient. On peut avoir une config. Là, on a eu la baisse. On s'est stabilisé en range quelques temps. On peut faire la même chose ici. Un étage un peu plus haut sur Interparfum. Donc on attendra les 41,30 € pour voir s'il y a une possibilité peut-être de repartir vers le haut. D'aller là-haut. Risque récompense de 2, il y aura l'oblique. Donc voilà, après, le secteur, comme je vous l'ai dit, est un peu délaissé en ce moment, mais peut-être dans 1 ou 2 semaines, avec, je sais pas, par un plan de relance de la Chine, et tout le secteur du luxe repartira à la hausse. Interparfum, je sors ma position. Un coup pour rien, entre guillemets, parce que je sors flat. On continue Française des Jeux. Donc Française des Jeux, entre guillemets, je limite la casse. Je limite la casse parce que c'est toujours la même chose avant les résultats. Soit il y a ceux qui veulent jamais garder leur position avant les résultats. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Je suis conscient qu'il peut y avoir un énorme gap baissier. La chance, entre guillemets, que j'ai eu sur la Française des Jeux, c'est que j'avais un stop à, je crois, 36 par ici, 36-30. Mais comme, on va faire un peu de ménage pour voir un peu plus clair. Comme en fait, gap, hop, voilà, on a même une île de retournement. Parce qu'on a un gap haussier à l'entrée et le gap baissier ici. Donc tout ça, c'est une île de retournement baissière. Donc c'est pas de bon augure, bien évidemment. Donc pour Française des Jeux, j'avais un stop à 36, à peu près 36-30. Donc jeudi, elle a ouvert un gap baissier, mais pour ma part, plutôt chanceux parce que si elle avait ouvert un gap baissier de à peu près, elle a fait quoi, 10% de baisse, 11%, elle aurait ouvert un gap baissier de 10%, et j'aurais été déclenché. Même si vous mettez un stop à 36, comme vous êtes dans le gap, et vous êtes déclenché à l'ouverture des marchés, là où l'action ouvre. Donc ça veut dire 10% ou peu importe. Si elle avait ouvert à 34, j'aurais été stoppé à 34, même si j'avais mis mon stop à 36 et quelques.
Ça aussi, ça peut arriver. Donc, c'est pas parce que vous mettez un stop, et ben tout peut arriver. Donc voilà. Donc ma chance, c'est que bah, mon stop était à 36. Elle a ouvert par ici. Et ben je me suis fait sortir à peu près. Bon, c'était pas à l'ouverture, mais quelques minutes après. Voilà, pas de regret. Je prends une toute petite perte au final, 4% sur une petite position. Donc voilà, c'est comme ça. Je m'en sors plutôt pas mal. Maintenant. La Française des Jeux, on est quand même revenu sur un niveau très important parce que l'oblique là que j'avais tracé depuis un long moment, c'est oblique, c'est une oblique en hebdo qui date depuis ses débuts 2020. Après Française des Jeux, ça fait pas 30 ans qu'elle est cotée, mais 2020, elle touche 2023. Elle touche 2024 et là on est de retour en 2025 dessus. Alors la bougie hebdo n'est pas belle du tout, moins 10%, mais on est sur une zone technique très importante sur la Française des Jeux. Donc on va quand même la suivre parce qu'en plus même en horizontal là, vers les 33 euros on a une zone de polarité. On voit c'était bon bah support, résistance comme d'habitude. Ici on a cassé le support, elle est devenue résistance quelques temps. On a fait un pullback, on est reparti à la hausse. Là on a failli faire une mèche basse jusqu'à la zone des 33, on est reparti à la hausse. Donc on va attendre la congestion. Ce qui serait intéressant à suivre sur la Française des Jeux, et ben, c'est la forte baisse et on se stabilise par ici même un peu plus bas, mais on se stabilise sous forme de range et puis après on voit. Et là si on a une config à peu près comme ça de range assez serré, et ben il y a possibilité, bon bah on attend la congestion sur une semaine peut-être et on voit bon bah s'il y a possibilité de prendre un, un trade. Attention parce que maintenant qu'on a cassé à peu près les 34,60, ça devient maintenant une résistance. Parce qu'on peut très bien, après avoir cette forte baisse, et ben, refaire une sorte de rebond technique, aller là, et puis repartir. Donc il faudra être vigilant quand même sur la Française des Jeux, parce que fortement dégradé cette semaine, qu'on fait moins 11, c'est quand même pas de bon augure. Surtout que toutes les moyennes mobiles, 10, 20, 50, 200 sont au même endroit et sont bien au-dessus des cours. Mais, point positif, on est revenu sur un très gros niveau technique. Moi, personnellement, je suis sorti, j'ai pris ma perte, mais je vais quand même la suivre parce que bon bah graphiquement et techniquement, elle se trouve sur une zone très intéressante. On continue avec Kering. Donc Kering, pareil, stop touché mardi à 255,50. Voilà, bon ben j'avais mis un plan en place, ça n'a pas tenu. Je prends ma perte, pas de regret. C'est comme ça, à moins 7%. On peut pas faire des trades à 30% toutes les semaines. Voilà, comme on a vu le secteur du luxe, je pensais qu'il allait repartir. Kering avait fait une belle bougie mardi 12. On avait cassé la moyenne mobile de 100. On avait cassé la résistance oblique baissière du gros canal en hebdo. Mais on était au contact de cette moyenne mobile 50 hebdo et on n'a pas réussi à la franchir. Donc maintenant, elle devient très importante en résistance dynamique. C'était M50 hebdo. On va suivre. Maintenant, bon bah pas grand chose à faire. On voit vendredi quand même qu'on est revenu sur la polarité des 242,65. Donc on va voir si vraiment c'est une sorte de rebond entre guillemets du chat mort et on va replonger. On verra. On verra. Est-ce qu'on a une oblique là? Ouais, très limite. Allez, on va la mettre. On va voir. De toute façon, je suis plus dedans. Ouais, non. On va voir. Il faut attendre le secteur du luxe un peu délaissé. On va voir s'il y a une congestion. On a un gap. Voilà. Bon, bah, je suis sorti. On va suivre quand même Kering. On va voir déjà dans l'immédiat si les 242 ça casse. Et bon, on peut revenir au point de départ vers les 209. Là, on a un gap que je viens de voir haussier qui est toujours d'actualité. Donc, faiblesse sur Kering, faiblesse sur le secteur du luxe. Voilà, Interparfum Kering. Je sors mes positions de mon portefeuille court terme. Et on va finir avec Bureau Veritas. Donc pris position cette semaine, jeudi. Pourquoi? Parce que ce que j'aime bien sur le titre, déjà, on va se mettre en hebdo pour voir. En hebdo, il y a la moyenne mobile 50 hebdo. On voit
les cours sont au-dessus. Quand on revient dernièrement, juillet 2024, on fait une mèche basse dessus, on est reparti. Novembre 2024, pareil, on est revenu pas très loin de cette M50, on est reparti. Et là, c'est ce qu'on a fait cette semaine, mèche basse, on est reparti. C'est timide et surtout la bougie de la semaine précédente, -6, et pas anodine. On va voir, mon plan est assez simple. On va se mettre en journalier, moyenne mobile 200 journalière qui joue son rôle de support dynamique. On épile dessus, support oblique haussier, pareil, on épile dessus. On voit que depuis le début de la semaine, quand j'ai pris position jeudi, j'aimais bien les mèches basses. Mercredi, chaque fois qu'on vient un peu en dessous de la M200, il y a des acheteurs. Mardi, mercredi, jeudi, ça a été vraiment le cas. C'est pour ça que j'ai pris position. Et vendredi, ça a encore été le cas. Donc si on se met en ligne de clôture, on est toujours au-dessus de cette moyenne mobile 200. Voilà, on va tenter, on va voir. Je vais vous la faire suivre sur Twitter. On en reparlera samedi. Pour le moment, mon stop, je le mets à 27,80. Soit à peu près 5%, assez large pour voir un peu. Elle pourrait revenir à 28,48. Il y a une première zone ici de polarité. Il y a une deuxième zone vers les 28. Mais si on casse tout ça et qu'on va à 27,80, et bon, la moyenne mobile 200, on sera trop éloigné. Le support oblique haussier, on sera trop éloigné. On sera peut-être attiré par ce gap haussier. Donc autant sortir parce que le plan aura échoué sur Bureau Veritas. L'URSI est en zone plutôt négatif au-dessus des 50. Donc on va voir. Pour moi, c'est plutôt essayer de faire ça et pour repartir là-haut. Voilà, pour faire assez simple. Mon trade, c'est plutôt ça. Alors le risque récompense n'est pas exceptionnel, à peu près de 1, mais si on arrive à repartir au-dessus des 30, je remonterai mon stop et on irait chercher les 30,98. Il faut quand même aussi voir que Bureau Veritas est quand même sur une dynamique haussière de moyen terme. On était il y a une semaine sur des nouveaux records. Donc c'est quand même positif dans l'ensemble, hein. C'est pas une tendance baissière de moyen terme. Il y a eu un préjudice technique, il y a un préjudice avec la bougie hebdo de la semaine dernière suite à ces résultats qui ont été mal accueillis, mais cette semaine une belle stabilisation. Si on se met en 4 heures, on voit très bien. Pareil, en 4 heures, on voit forte baisse, ça s'est stabilisé. Là, contre-pied, quand j'ai pris ma position, et on est toujours en stabilisation. Donc on verra, peut-être que lundi, ça va voler en éclats. Et de toute façon, on en reparlera le week-end prochain. Donc voilà ce tour d'horizon complet de mes trades avec beaucoup de changements, beaucoup de sorties au niveau de mon portefeuille court terme et une seule entrée, Bureau Veritas. On suit. Dans l'ensemble, on a vu le CAC 40 qui au final se tient. Donc ma stratégie, c'est de chercher des sociétés techniquement intéressantes comme Bureau Veritas et puis de continuer les achats. Pour le moment, rien n'est vraiment dégradé sur la place parisienne. Donc on continue d'acheter. On reste vigilant, on n'hésite pas à encaisser avec les actions qui ont vraiment bien progressé ces derniers jours, voire dernières semaines. Et on reste très vigilant parce que marché très volatile, que surtout aux États-Unis. Donc on ne se laisse pas attraper par la volatilité sur la place parisienne. Et on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On va commencer avec GTT. Donc GTT, cette semaine, pas positif, même j'ai envie de dire négatif, surtout qu'après la bougie du 21 février, donc il y a quelques jours, de plus de 16%, et vendredi, on est repassé en dessous. On a comblé en séance ce gap haussier. Donc on va voir ce que j'aime bien sur GTT, c'est que après cette énorme hausse et comme moi qui surveille GTT depuis un long moment, c'est de voir si elle revient vers les 136. Là on a une polarité, on va se mettre en hebdo pour voir. Donc voilà, en hebdo mes zones clés c'est vers les 142. Donc si la semaine prochaine on repart au-dessus des 142,50, on peut bien évidemment avoir une stratégie à peu près comme ça. On va voir le journalier, voilà. Pour le moment, on est en dessous, mais on va voir si lundi ça repart. Et il y a un plan. Par exemple, si on fait une clôture au-dessus des plus hauts de vendredi, un stop assez serré. Et puis on va chercher là-haut.
ou voire un peu plus haut, risque récompense d'à peu près 3, tout à fait acceptable. Surtout que GTT, on est toujours dans la tendance haussière, on peut faire comme ça et puis repartir. Retracement doit être 70, je sais pas. Voilà, 76. Donc c'est pas top top. On va voir. Deuxième possibilité à surveiller, c'est le retour par ici, vers la moyenne mobile 200, si on compte vraiment ce gap, le gap haussier du 21 là. En fait, il y a toujours le gap haussier là. Hop. Voilà. Si on compte, qu'on vient vers le support oblique haussier que j'ai tracé depuis aussi un long moment, voir les 130 euros, zone hautement travaillée, là le prix des 130. On va voir, je vais la suivre. Curieux de voir la semaine prochaine ce qui va se passer sur GTT. Je vais vous la partager sur Twitter. Et puis on verra bien si je prends en position ou pas sur le titre. Très volatile en ce moment. RSI, on est repassé en dessous des 50. Mais on voit même le RSI, on passe d'un seul coup de 30 à 60. On reste bien en haut. On passe de 60 à 30. Là, de 30 à 60. Donc on voit c'est très erratique sur GTT. On va la suivre et on verra bien s'il y a des choses très intéressantes techniquement la semaine prochaine. Je vous la partagerai sur Twitter. On continue, Imerys. Donc Imerys, très belle bougie jeudi, plus 10%. Vendredi, quelques prises de bénéfices, moins 4. Rien d'alarmant. J'ai envie là. Ici, on voit la zone de polarité. On va la mettre. On est pile dessus. On a la zone ici des 31-38 qui est avec le gap haussier qu'il ne faut surtout pas enfoncer la semaine prochaine sur Imerys parce que la belle bougie d'éjection à 11%, si on va en dessous, ça fait pchit. Donc là, il y a peut-être, on va regarder en hebdo, mais shot, M200 aussi hebdo, attention, mais on voit qu'en hebdo, on avait une sorte de biseau, on s'est extrait, on pourrait revenir à 36,22 sur Imerys, 36,22, ouais, c'est pas mal. On voit aussi une belle dynamique, 10, 20, 50, 200 en soutien, RSI, on va en zone de surachat, on revient un petit peu pas loin des 50 pour repartir. Donc, soit il y a une stratégie, par exemple lundi, on ouvre en fait, il faudra attendre lundi soir où Imerys ne bouge pas trop. Reste vers les 33 euros. Possibilité peut-être prendre position. Le stop, on a dit, si on invalide la bougie de jeudi, ça part pas dans le bon sens, donc un stop à peu près à 6%. Et on essaye d'aller chercher là-haut à 36,16. Donc risque récompense d'un 50. Tout à fait, je pense, acceptable comme plan. Donc on est sur la polarité, on verra lundi. Peut-être que lundi, on va faire encore une bougie de moins 4, qu'on va revenir là. Si on revient là, aussi c'est pareil. Si on revient là et qu'on a une belle bougie verte, on pourrait revenir là. Belle bougie verte, c'est ce que je dis, une belle bougie verte, ça veut dire prendre sur ici un stop encore plus court. Et puis là, il y aura là-haut en première résistance. Et puis après, là, risque récompense, c'est encore mieux. Donc, je vais la suivre parce que elle a été forte cette semaine. Vendredi, quelques prises de bénéfices. On va voir si ça se poursuit les prises de bénéfices la semaine prochaine ou pas. Et on surveillera résistance court terme 34-32, support très court terme en ce moment à 32,80 zone de polarité et surtout support à pas enfoncer les 31,40 € qui revient en plus à peu près à la moyenne mobile 10 donc en support dynamique. On continue avec Renault qui elle aussi est revenue sur une belle polarité 47,05. On a eu la hausse, la stabilisation sous la résistance. J'avais pris un trade aussi avec Renault. On voit, ça se stabilise. Donc maintenant, sur Renault, on a une sorte d'épaule tête épaule là. Donc voilà, la zone clé, on y est, 47,05. Si on casse, il n'y a rien à faire. On pourrait aller combler, là on a toujours ce petit gap
avec la moyenne mobile 200 qui est très importante sur Renault. On pourrait revenir là. Pour le moment, on tient les 47,05 à regarder. Pareil, qu'est-ce qu'on peut viser sur Renault? Bon, bah, c'est une clôture plus haut que les plus hauts de vendredi. Un stop assez serré. Et puis, bon, bah là, il y aura une première petite zone. Mais la vraie zone pour moi est par ici. Vers les 54 euros sur Renault, soit un risque de récompense de presque 2. Alors attention, le secteur automobile, ça peut aller très vite dans le sens comme dans l'autre, avec ces tarifs douaniers de Trump, etc. Donc prudence, mais techniquement, on est sur la polarité. C'est très clair. C'était support. Bah là, on a une sorte un peu de... Ici, on a fait la même chose. On s'est stabilisé, on a fait une poussée et on a cassé par le bas. Et là, on a à peu près la même chose. On a eu la hausse, on s'est stabilisé. La figure est un peu moins grande, mais voilà, c'est à peu près la même chose. Est-ce qu'on va casser par le bas pour faire la même chose que ça ou pas? Voilà, ça ressemble à peu près à ce qui s'est passé en 2024 sur Renault. On va la suivre cette semaine. Je vais vous la faire suivre sur Twitter. Et puis si je prends position, bon bah on en reparlera le week-end prochain. Le RSI c'est quand même faiblard. Mais techniquement, on est pile sur la zone de polarité. Et on va finir avec NJ. Donc NJ déjà en hebdo pour vous montrer. Déjà NJ, je vous en parle aussi depuis un long moment. Cette figure en forme de un peu épaule, tête-épaule vraiment très large en hebdo. Épaule gauche, tête, un peu épaule droite. Et là, il y a eu le signal déclenché la semaine dernière sur NJ. Très beau signal, plus 7. Donc voilà, si on va dire, on a un plan de l'objectif de cette épaule tête épaule, bon bah on mesure la hauteur de la tête, la ligne de cou environ, et puis ça nous fait le target à peu près à 19 euros sur NJ. Donc ça peut être très intéressant. Maintenant, comment essayer de quelque chose sur NJ? Ce qui est intéressant, c'est que on est revenu. On a le gap qui va peut-être être comblé. On a peut-être une forme de drapeau assez voilà, un petit drapeau tranquille, plutôt intéressant pour ceux comme moi qui ont regardé NJ mais qui ont loupé le train la semaine dernière. Donc si on a un retour par ici vers les 16,50, 16 par ici, et ben pourquoi pas tenter quelque chose. Tenter quelque chose, c'est quoi? Prendre position là. Le stop, on a vu en hebdo, bah faut pas revenir là-dedans. Faut pas revenir en dessous des 16. Là, on a des gaps. Mais voilà, après, bon, bah vous mettez soit un stop large. Mais si on revient là-dedans, et ben voilà, l'épaule tête épaule est invalidée. On s'est extrait vraiment de la zone qui, pour moi, la zone de résistance était entre 16,20 et 16,57. Ah, c'est toute cette zone, on voit journalier, on voit que c'était vraiment en résistance ici en avril 2024, en septembre 2024, en octobre 2024, voilà, on voit que c'était la résistance, on l'a franchi enfin le 24 février, donc faut pas revenir en dessous. Donc plus on se rapproche, plus le stop est assez court et le risque récompense est vraiment intéressant. Si on revient par ici, la première zone sera ici, court terme. Le dernier résistance court terme, le sommet court terme, mais si ça casse, et si on va là-haut, voilà, le risque récompense est presque de 4, on peut aller chercher 15% et avec un stop à 4%, on peut même aller là-haut. Je vais regarder vraiment NJ, secteur, peut-être intéressant, voilà, et puis techniquement, après cette longue phase de congestion, sous forme un peu de range et on l'a cassé, on attendait depuis un long moment, donc faut pas revenir en dessous. À suivre, on est en train de congestionner, donc on va suivre de très près NJ la semaine prochaine et pareil, si je prends position, je vous partagerai sur Twitter et on en reparlera le week-end prochain. Donc voilà ce tour d'horizon de ces sociétés qui techniquement me semblent intéressantes dans différents secteurs d'activité. On va voir comment se passe la semaine prochaine pour ces 4 actions.
Donc merci à tous d'avoir essayé cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point sur les statistiques économiques des deux côtés de l'Atlantique, l'analyse technique du CAC 40, le suivi de mes trades court terme en toute transparence et puis quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!